Monsieur le Président de la République de Guinée. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ici à la maison de l'UNESCO. Donc Nathalie Croiset, journaliste, et moi-même allons vous accompagner durant cet après-midi, à la fois pour présenter les interventions qui vont avoir lieu en introduction, et puis pour animer quelques tables rondes sur des sujets que vous avez vus au programme et qui nous intéressent dans le cadre donc de cette rencontre qui est labellisée One Planet Summit, intitulée donc Énergie renouvelable des entreprises engagées pour le climat. Oui, nous allons voir cet après-midi comment les solutions... Nous avons des solutions évidemment qu'on peut apporter à travers les énergies renouvelables dans l'atteinte des fameux objectifs de l'accord de Paris. Mais pour entamer, nous allons d'abord passer la parole aux co-organisateurs de l'événement, le CER et l'ADEME. Donc nous invitons à venir sur scène et à nous rejoindre messieurs Jean-Louis Bal, président du CER, et Bruno Legevin, le président de l'ADEME. Je vous en prie à tous les deux. Bonjour à vous messieurs. Et merci d'avoir organisé cette rencontre. Bruno Legevin, président de l'ADEME. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les présidents. Voilà, vous pouvez... Je pense, voilà, ça marche. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les présidents directeurs, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux avec Jean-Louis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée aux énergies renouvelables et vous souhaite une très bienvenue à tous les participants et en particulier bienvenue à tous les intervenants qui, comme vous le savez, sont de très haut niveau tout cet après-midi et qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Nous sommes à un moment charnière pour maintenir, comme vous le savez, le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. 1500 scientifiques ont encore tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours et il ne nous reste que 3 ans. 3 ans pour agir et tenter de préserver notre humanité. Car sans vouloir jouer les Cassandres, les études et relevés scientifiques sont sans appel. Sans appel car le climat se réchauffe, le niveau de la mer augmente et si nous ne faisons rien, les conséquences seront dramatiques. Car on peut s'adapter à un monde plus 2 degrés. Au-delà, on sait que c'est très incertain. Une mobilisation sans précédent est donc nécessaire, que ce soit pour développer des nouvelles solutions, les innovations, mais également et surtout pour les diffuser massivement et à une très grande échelle. Comme me disait le président dans un aparté tout à l'heure, on n'est plus au temps des paroles, on est au temps du passage à l'acte. À ce titre, les énergies renouvelables constituent un formidable potentiel pour l'avenir de notre planète, pour nous permettre d'engager les mutations nécessaires de notre société, pour répondre aux défis climatiques, sociaux et sanitaires. Mais il nous faut aller plus vite. Beaucoup plus vite, pour donner un nouvel élan à la promotion et au déploiement de ces solutions qui non seulement nous permettront de lutter contre le changement climatique, mais aussi parce qu'ils sont c'est un formidable moyen pour que les populations des pays en développement puissent accéder tout bonnement à l'énergie. Nous avons voulu, à travers cet événement, mettre en avant les meilleures pratiques, la mobilisation des entreprises françaises, les solutions et outils financiers pour accompagner une amplification du mouvement. Cette conférence mettra aussi l'accent sur les initiatives de l'agenda de l'action. L'agenda de l'action lancé lors de la COP21 pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et dans lesquelles nous sommes impliqués. Mesdames, Messieurs, à la veille des 2 ans de l'adoption de l'accord de Paris, qui a marqué, comme chacun le sait, un tournant, et du One Planet Summit qui sera organisé demain à cette occasion, l'heure est maintenant plus que jamais aux actions concrètes. Notre défi à tous aujourd'hui est de trouver les bons leviers, les leviers d'action qui nous permettront de créer une véritable dynamique de changement pour être à l'auteur de notre destinée commune. Je vous souhaite une très belle conférence, une très bonne après-midi ensemble.
pleine d'actions et de propositions. Merci de votre attention. Merci. Merci Bruno Legevin. Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables. Salut donc celui qui vient d'entrer dans la salle, Monsieur Borloo. Quand nous prenions le café il y a quelques instants, Monsieur le Président de la République, vous nous disiez que les engagements, c'était très bien, mais il fallait aller beaucoup plus loin. Il fallait faire du concret. Et donc ce que nous avons voulu montrer aujourd'hui, c'est à quel point on fait déjà du concret au niveau des entreprises, des centres de recherche, des organismes de coopération, des ONG, pour notamment le développement des énergies renouvelables et particulièrement en Afrique, qui est le continent où tout va se passer dans le siècle qui vient. Donc vous allez avoir l'occasion aujourd'hui de voir ce que nous avons déjà fait comme action extrêmement concrète, un peu partout, sur tous les continents, à quel point il est important de développer non seulement la technologie, mais aussi les approches socio-économiques, les transferts de technologie, la formation. Donc nous avons à mener des actions donc, extrêmement ambitieuses. Il y a déjà aujourd'hui beaucoup d'investissements qui se font dans les énergies renouvelables. On parle de 250 à 300 milliards de dollars par an. Il faut probablement faire 2 ou 3 fois plus si on veut se mettre sur la trajectoire des 2 degrés maximum. Et si on voulait atteindre 1,5 degré de réchauffement climatique, ce serait encore mieux. À 2 degrés, il y a des États insulaires qui vont disparaître. Donc nous avons beaucoup de travail devant nous et donc c'est ce que nous avons voulu démontrer cet après-midi, c'est que nous avons les bases pour le faire. Les financements sont également disponibles. Je pense qu'il y aura pas mal d'annonces qui seront faites demain à l'occasion du One Planet Summit. Et donc, je vous souhaite une bonne après-midi de travail. Donc, avec Bruno Legevin, nous aurons l'occasion de revenir à la tribune tout à l'heure pour présenter l'état des lieux de l'engagement de nos entreprises françaises sur la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies renouvelables. Je vous remercie. Oui. Oui, c'est un recensement sur un an que vous allez nous présenter. Alors, vous redescendez de scène, donc nous allons prendre le relais pour inviter, et nous sommes ravis de l'avoir avec nous, Monsieur le Président de la République de Guinée, également Président de l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, Monsieur Alpha Condé, à venir nous rejoindre pour ce discours. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette maison de la culture qu'est l'UNESCO. Et vous savez que la culture, c'est très important. Et surtout que très souvent, on a pensé que l'Afrique n'était pas dans l'histoire. Alors que Tombouctou avait plus, la bibliothèque de Tombouctou avait plus de livres que la bibliothèque française au XVIe siècle, qu'il suffit seulement de lire Ibn Khaltoum. Ça veut dire donc que l'Afrique a toujours été pleine dans l'histoire, même si certains événements comme l'esclavage nous ont fait rater les 3 premières révolutions industrielles. Vous savez, l'énergie est fondamentale pour l'Afrique. 6 à 7 Africains n'ont pas accès à l'énergie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, l'Afrique a été pendant longtemps condamnée à être fournisseur de matières premières et déverseur de produits finis. Donc, impossible de nous développer. Et sans énergie, il n'est pas possible de se développer. Quelles sont nos ambitions aujourd'hui? Que l'énergie nous permette de transformer nos matières premières agricoles et minières sur place et que l'Afrique, qui sera un des continents les plus peuplés, parce que l'Afrique de l'Ouest, en 2050, sera plus peuplée que la Chine. Donc ça veut dire un très grand marché. Donc notre ambition, c'est l'énergie,
d'industrialisation et que l'Afrique devienne non seulement un grand marché, mais l'usine du monde à la place de la Chine. Lors de notre rencontre à Johannesburg, tous les chefs d'État nous sont mis d'accord. Nous avons signé une pétition que nous avons adressée au président Hollande. Nous avons dit que si les revendications de l'Afrique ne sont pas prises en compte, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, le climat au-dessus de 2 degrés, aucun de nos ministres ne signera le COP21. Nous avons adressé cette lettre au président Hollande et nous avons adressé la copie à tous nos ministres. Donc, aucun ministre africain n'aurait signé si nos revendications n'avaient pas été prises en compte. Heureusement, nos revendications ont été prises en compte. Ce que nous avons montré que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. Ensuite, le président Hollande nous a lancé un défi. Nous sommes prêts à vous accompagner. Est-ce que vous êtes prêts à parler d'une seule voix? Au sommet de Kigali, nous avons montré qu'on peut parler d'une seule voix parce que nous avons créé l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable, dont j'ai été désigné comme le coordinateur. Mais nous avons dit aussi que l'énergie renouvelable, c'est bien, mais qu'on ne peut pas nous condamner seulement à l'énergie renouvelable et que nous serons dans l'énergie mixte. Parce que les barrages, ça prend du temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si nous devons faire seulement l'énergie renouvelable, l'électrification de l'Afrique prendra du temps. C'est pourquoi nous avons dit énergie mixte. Et le président Kagame, lors de la rencontre du TICAD à Nairobi, a eu une formule heureuse. Mieux vaut une énergie pas propre que pas d'énergie du tout. Donc, notre objectif, c'est à la fois d'avoir l'énergie renouvelable, l'énergie mixte, mais progressivement remplacer l'énergie fossile progressivement par l'énergie renouvelable. Mais en attendant, dans un premier temps, nous avons besoin des deux parce que l'Afrique a besoin d'aller vite. Donc, nous avons créé l'ARI au sommet de Kigali et depuis, nous avons fait beaucoup de progrès. En mars, à Conakry, nous avons adopté 19 projets et en septembre, à Washington, à New York, nous avons adopté de nouveau 4 autres projets. Mais évidemment, cela fait 23 projets. Les 19 projets adoptés à Conakry faisaient à peu près 1 gigawatt 7. Et l'organisme de delivery unity que nous avons mis en place a fait le tour et a adopté, enfin, a analysé qu'il y a 450 projets qui totalisent 50 gigawatts d'énergie possible en Afrique. L'année prochaine, nous allons faire des réunions dans les 4 régions afin de tenir compte des préoccupations de chacune des régions. Si nous voulons l'énergie pour chaque pays, nous voulons aussi l'énergie inter-État. Cela est fondamental. Nous avons réussi cela. L'ARI est une initiative africaine, faite pour les Africains, dégagée par les Africains et faite pour les Africains. Car notre ambition aujourd'hui, c'est que l'Afrique soit maîtresse de son destin, que les problèmes africains soient résolus par les Africains, en collaboration bien sûr avec l'Union européenne, les Nations unies, etc. Parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons en Afrique sont dus aux interventions étrangères. Il faut qu'on soit franc entre nous. Au G8 à Deauville, nous avons mis en garde les grandes puissances. N'intervenez pas en Libye, n'intervenez pas. Votre intervention aura 2 conséquences. La somalisation de la Libye, ça veut dire qu'elle n'a pas d'État en Libye. Et deuxièmement, la Libye était un arsenal, la prolifération du terrorisme chez nous. On ne nous a pas écoutés. Alors que nous avons réussi à faire admettre au président Kadhafi d'abandonner le pouvoir pour mettre un gouvernement d'union nationale en place. Le sommet de l'Union africaine de Malabo a désigné 4 chefs d'État, le président Zuma, le président Sassou, le président ATT du Mali et le président mauritanien, pour aller mettre en place cela. C'est en ce moment qu'on a bombardé. Mais il faut reconnaître que l'Afrique avait une responsabilité. Parce que la Chine et la Russie étaient prêtes à opposer leurs voteurs à ce qu'on appelle l'exclusion aérienne. Malheureusement, les pays africains membres du Conseil de sécurité ont voté l'exclusion aérienne. Donc, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que le problème de la Libye, qui est extrêmement scandaleux, parce que la Libye, il n'y a pas d'État, le problème de la Libye doit être résolu par les Africains. Donc, l'ARI est une initiative africaine faite par les Africains pour les Africains. Nous avons eu à un moment donné certaines ONG qui sont agitées en disant que les 19 projets que nous avons votés viennent de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de savoir les projets viennent de qui. Il s'agit de savoir si ces projets sont importants et qu'on doit démarrer. Mais c'est une initiative africaine. Donc, nous ne sommes pas fermés. Nous ne voulons pas faire de l'Afrique un continent fermé. Nous voulons coopérer avec le monde entier. Mais lorsqu'il y a des problèmes en Europe,
ce n'est pas les États-Unis qui viennent résoudre, c'est l'Union européenne. Lorsqu'il y a des problèmes en Asie, c'est pareil. Pourquoi alors, quand il y a des problèmes en Afrique, on doit venir nous donner des leçons? Nous ne voulons plus de leçons. Nous voulons être majeurs. Nous voulons avoir une coopération d'égal à égal, continent à continent, en respectant nos souverainetés comme en respectant les souverainetés des autres. Donc, l'énergie, c'est extrêmement important. Parce que l'Afrique, nous sommes les moins pollueurs et nous sommes les plus pollués. Alors, nous avons dérèglement climatique, diminution des ressources. Quand on voit que le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie, donc diminution des ressources, donc pauvreté, immigration, terrorisme. Alors, si nous voulons mettre fin à l'immigration, mettre fin au terrorisme, il faut qu'on développe l'Afrique. Donc, si nous avons de l'énergie, nous n'allons plus exporter nos matières premières, parce que la colonisation nous a condamnés à être des pays fournisseurs de matières premières et marcher pour des produits finis. Mais après la colonisation, cela a continué. Donc, il est temps maintenant qu'on mette fin à cela. Pour cela, il nous faut l'énergie. Cela est très important parce que la Chine, qui a été pendant longtemps l'usine du monde, ne peut plus l'être. Le développement de la Chine s'était appuyé sur le commerce extérieur, l'exportation. Mais aujourd'hui, la Chine est obligée de compter sur son marché intérieur, c'est-à-dire d'augmenter les salaires de ses citoyens, ça veut dire de devenir plus cher. On avait les mêmes avantages que la Chine avant, on a une main-d'œuvre pas chère, mais on avait un inconvénient par rapport à la Chine, nous ne maîtrisions pas les nouvelles technologies, le savoir, disons. Mais si nous avons été en retard, nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles, l'Afrique est aujourd'hui en plein pied dans la révolution numérique. En effet, les jeunes Africains n'ont rien envié aux jeunes Européens et Américains en ce qui concerne la maîtrise de nouvelles technologies. Or, notre retard peut être un avantage parce que vous savez bien que l'économie numérique va pouvoir être une accélération du développement parce que là où on mettait 10 ans, on peut mettre 2 ans. Donc, grâce à l'économie numérique, nous allons aujourd'hui aller très vite et rattraper notre retard. Mais cela n'est pas possible si nous ne maîtrisons pas l'énergie. C'est pourquoi l'énergie renouvelable est fondamentale. C'est l'initiative la plus importante qui a été prise par les Africains accompagnés. Donc, nous devons rendre hommage à un certain nombre de personnes. D'abord, à notre ami Borloo, parce qu'il a été le premier à croire en cela. Au début, le président Hollande disait « Borloo est un rebelle, ce n'est pas possible ». Mais après Kaleta, mon ami Borloo a surfé pour Kaleta pour montrer que c'est possible. Et nous avons eu la réunion à l'Élysée qui montrait qu'on peut lancer une initiative. Ensuite, au ministre Fabius, qui a brillamment présidé le COP 21, mais surtout à Ségolène Royal, qui s'est réellement engagé et qui a fait en sorte que l'initiative africaine soit une réussite. Évidemment, nous rendons hommage aussi à l'Union européenne, à la BAD, à l'Allemagne, à la France, etc., à l'AFD, qui nous ont accompagnés. Donc, il est important aujourd'hui, mais c'est bien qu'on fasse des promesses, mais comme je vous ai dit, le temps est venu de passer des promesses aux réalisations concrètes. Nous avons adopté en mars 19 projets, mais jusqu'aujourd'hui, aucun projet n'a démarré. Donc j'ai posé la question au président Macron, il dit, mais nous sommes au COP23, pourquoi une réunion à Paris 2 ou 3 semaines après? Il dit non, c'est justement, c'est pour concrétiser, c'est-à-dire montrer maintenant qu'on passe à l'action. Donc nous espérons que demain, on nous montrera, c'est-à-dire pas seulement les déclarations, mais concrètement, voilà les financements. Je prends le climat. On nous a dit 100 milliards par an, chaque année. Mais il n'y a même pas encore 20 milliards. Et ces 20 milliards ne sont pas disponibles. Quand je prends l'économie verte, alors là, il faudra avoir accès. C'est vraiment un parcours du combattant pour avoir accès. Donc, c'est très bien qu'on nous promette des montants. C'est très bien qu'on dise de nous accompagner. Mais nous voulons aujourd'hui que les choses soient concrètes. Ça veut dire que les barrages commencent, que la lutte contre le climat commence. Le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Comment voulez-vous que les Africains puissent cultiver? Donc, s'il y a moins de ressources, ça dit qu'il y a moins de possibilités, donc il y a la famine. Pour échapper à la famine, les jeunes Africains sont obligés d'émigrer. Et nous voyons ce qui s'est passé en Libye dernièrement, qui est un scandale lorsqu'on est au XXIe siècle. Mais il y a des responsabilités. Parce que, comme j'ai dit à l'Union européenne, vous avez mis des bateaux pour empêcher les gens de passer. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'État en Libye. Comment voulez-vous que la Libye garde des réfugiés quand il n'y a pas d'État en Libye, quand il y a des milices? Ça veut dire donc qu'on envoie des gens à la mort. Voilà, c'est concret. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité. Lorsque j'ai dit à Berlin, à notre rencontre avec Mme Merkel, la santé de l'Occident, la retard de l'Afrique,
Il dit, c'est bien, monsieur Condé, qu'on se parle franchement. Mais est-ce que la femme d'un président africain, bien sûr, il n'y a pas d'électricité en Afrique, mais les jeunes vont quand même sur le site. Lorsque la femme d'un président africain vient faire des courses aux Champs-Élysées, cela aussi, ça contribue à l'immigration. Il dit, c'est vrai. Ça veut dire que les chefs d'État africains ont aussi une responsabilité. Nous ne devons plus être un syndicat des chefs d'État couvrant les uns les autres, parce que si nous utilisons nos maigres ressources au profit des couches les plus défavorisées, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, il y aura moins d'immigration. Donc, l'immigration, il y a la responsabilité de l'Occident, mais la responsabilité des chefs d'État africains, parce que si nous gérons au profit d'une minorité et que nous laissons les femmes et les jeunes, évidemment, les jeunes vont immigrer. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir ses responsabilités et nous parler franchement. Nous parlons un langage franc à nos amis occidentaux. Nous n'avons pas peur qu'ils nous parlent un langage franc. Et en chef d'État, aujourd'hui, nous parlons un langage franc. L'Union africaine n'est plus un syndicat de chefs d'État qui se couvrent les uns les autres. Nous devons nous dire les vérités et faire en sorte que désormais, les maigres ressources que nous avons soient dépensées au profit des couches les plus défavorables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Voilà, donc, nous sommes majeurs, responsables. Ça veut dire aussi que nous n'avons pas peur de mettre la main sur nos tares et nos faiblesses pour que l'Afrique puisse avancer. Il est évident que l'Afrique étant un continent jeune, l'Afrique sera le continent le plus jeune. Et cette jeunesse est une richesse pour nous aujourd'hui. Parce qu'avec l'économie numérique et la maîtrise de l'économie numérique pour les jeunes, alors que beaucoup d'autres pays importent aujourd'hui des immigrés parce qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. C'est le cas de l'Allemagne et du Japon. Donc la jeunesse là, est une chance et la démographie en Afrique est une chance. Je crois que mon cher ami Macron l'a reconnu à Ouaga. La démographie est une chance pour nous, non pas... parce qu'il faut comprendre, en France, ça a été pareil. Les paysans faisaient beaucoup d'enfants. Mais au fur et à mesure où le niveau de vie d'une famille augmente, au fur et à mesure, il fait moins d'enfants. Parce que le paysan africain, n'ayant pas l'argent pour payer la main-d'œuvre, plus il a d'enfants, plus il a de main-d'œuvre. Donc il faut comprendre l'Afrique et comprendre pourquoi. Mais si vous ne comprenez pas l'Afrique, vous êtes en Occident pour faire l'européocentrisme en croyant que c'est l'Europe qui est le centre du monde et que nous devons nous incliner, évidemment, on ne comprendra jamais. Alors nous avons décidé de mettre fin à l'européocentrisme en déplaise à nos amis et que désormais les problèmes africains soient étudiés concrètement en fonction de la situation en Afrique et nous sommes mûrs aujourd'hui. J'ai félicité Alassane Ouattara parce que nous avons eu le sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan et c'était mieux organisé que le dernier sommet à Bruxelles. Donc ça montre que l'Afrique est aujourd'hui capable. Voilà. Donc aujourd'hui, le temps est venu de nous parler en majeur. Quand j'ai dit aux pays francophones qu'il faut couper le cordon ombilical, on a mal compris. Lorsque vous avez le cordon ombilical, ça veut dire que vous êtes un enfant. Donc on a besoin de vous accompagner. Si vous n'avez plus le cordon ombilical, ça veut dire que vous êtes majeur. Je voulais dire simplement que les pays francophones qui sont très critiqués par les autres, parce qu'ils disent, chaque fois qu'on prend une décision, les pays francophones doivent d'abord chercher l'avis de Paris. Donc ça veut dire que nous sommes majeurs aujourd'hui. Il faut couper le cordon ombilical, être majeur. Nos rapports avec la France doivent être des rapports de pays souverains à pays souverains. Bien sûr, nous avons une histoire commune, nous avons la langue commune, etc. Mais nous sommes des États souverains. Les rapports doivent être des rapports souverains. Et je suis très heureux que le président Macron ait compris cela. Parce qu'aujourd'hui, la coopération, c'est entre l'Union africaine et l'Union européenne. Aucun pays européen aujourd'hui n'a les moyens financiers d'avoir une véritable politique africaine. Par contre, l'Union européenne a les moyens. C'est à travers donc l'Union européenne et l'Union africaine que la coopération entre l'Europe et l'Afrique peut se développer aujourd'hui. Voilà ce que je tenais à vous dire, en vous remerciant de toutes les initiatives que vous avez prises, en espérant qu'avec votre appui, cette fois, nous aurons des décisions qui n'ont pas des annonces, mais l'argent sur la table. Merci. Ne partez pas. Monsieur le Président. Ne partez pas, Monsieur Condé. Monsieur le Président, si vous voulez rester avec nous, on va inviter Jean-Louis Borloo, ministre et président de la FONDEM, la Fondation Énergie pour le Monde, à vous rejoindre pour un dialogue de quelques minutes, si vous le voulez bien. Merci de bien vouloir prendre place. Merci de votre présence, Jean-Louis Borloo. Vous avez accepté de venir nous rejoindre pour cette réunion qui est assez bien organisée, hein, vous avez vu. Pour évoquer un petit peu le développement des énergies renouvelables en Afrique et nous dire comment ça se passe sur le terrain. Grâce à la FONDEM, on a un certain nombre d'habitants qui aujourd'hui, on parle à peu près d'1 million d'habitants qui aujourd'hui ont un accès à l'énergie qui auparavant ne leur était pas possible. Peut-être quelques mots sur la façon dont les énergies renouvelables se déploient sur le continent africain. D'abord, merci. Heureux de retrouver le président Alpha Condé. Dans la FONDEM, c'est Énergie pour le Monde. Moi, je ne suis président que depuis quelques semaines. C'est une très grande fondation qui fait de l'action de terrain
de manière très opérationnelle, ce qui permet de faire progresser un peu les difficultés et les succès. 2 mots, si vous permettez quand même. Point numéro 1, ce qui se passe à la fois sur les énergies renouvelables et dans les pays qui n'ont pas d'accès à l'énergie, dont 75% c'est l'Afrique, et en même temps les pays qui, n'émettant pas de CO2, sont victimes du dérèglement climatique, si on n'est pas capable de joindre les 2 problématiques dans un tel univers, c'est juste qu'on est désorganisé ou désinvolte. Il faut bien comprendre que la situation de... Quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique et les autres pays en retard d'électrification. C'est un sujet de droits de l'homme, c'est un sujet de croissance, y compris pour nous, et c'est un sujet de paix. En 2 mots, les besoins sont là, les liquidités mondiales sont là, les technologies sont là et ne vont que s'améliorer. Je parle toujours des énergies vitales, c'est-à-dire décentralisées. Je préfère d'ailleurs à renouvelables. Et il y a juste une rotule. Et elle n'est pas si simple que ça. Et je dis de manière extrêmement simple, ce doit être une absolue priorité des pays émetteurs de CO2, virgule, et pour d'autres raisons géographiques, culturelles, humaines et d'emploi, une priorité des priorités de l'Europe. Alors, pendant très longtemps, c'était « Non, mais s'il y avait des très bons dossiers, ils seraient financés ». Ce n'est pas vrai. Nulle part au monde, il y a une stratégie d'électrification massive sans qu'il y ait une partie de fonds propres dans les endroits les moins rentables. Si on laisse investir exclusivement là où c'est rentable et pas là où il y a une petite partie de subsidiarité ou de fonds propres gratuits, eh bien, vous allez créer un déséquilibre terrifiant et un exode vers les points de lumière qui sera terrible. Point numéro 1, arrêtons de dire tout et n'importe quoi sur les véritables aides aux fonds propres des énergies renouvelables dans le cadre du plan climat qui a été demandé par les chefs d'État africains sous l'initiative du président Alpha Condé, accueilli et soutenu par l'équipe française, le président François Hollande d'abord, Laurent Fabius, et ensuite toute l'équipe AFD et Ségolène Royal. Point numéro 1. Mais ce qui se passe là, c'est majeur. Où il y a une électrification massive et urgente, et c'est le développement de l'Afrique, de l'Europe, qui est en fait un continent quasi commun, où ce n'est pas le cas et le risque de déstabilisation sera majeur. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, c'est pour porter témoignage. Je me souviens très bien dans le bureau de Jean-Claude Juncker, il y a 4 ans, 3 ans et demi, Jean-Claude me disant, écoute Jean-Louis, tout ça c'est bien, mais enfin, tu comprends, le jour où les Africains se mettraient d'accord, hein, ça serait, au fond, voilà, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas organisés. Je suis, moi, stupéfait de voir l'extraordinaire vitesse puis organisation du continent africain. Je veux dire, c'est très impressionnant. D'abord, être chef d'État africain, c'est un truc impossible. Nous, on a des pays stables, démographiquement stables, etc. Au fond, c'est assez simple à gérer un pays occidental. Mais c'est autrement plus ambitieux, compliqué et difficile de conduire une nation africaine. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Union africaine, chef d'État, commission, organisation, réorganisation, le président a désigné des leaders, des présidents référents, je ne sais plus quel est le terme, sur les très très grands sujets. L'Afrique est organisée. Il y a aujourd'hui un partenaire. Et si on décide sur un certain nombre de sujets de travailler, on a du répondant, on a des talents, il y a une matière grise extraordinaire et très souvent assez supérieure à la mienne, ou à la nôtre en tous les cas. J'allais dire la nôtre, en tous les cas à la mienne, pardon. Voilà, c'était simplement ce témoignage d'espoir. L'Afrique est incroyable en ce moment d'organisation, dans des bouillonnements positifs et négatifs complexes. Mais si on n'est pas capable de répondre, là, franchement, c'est pas bien et c'est pas à la hauteur des enjeux. Alors merci. Oui, on peut vous applaudir, évidemment. Je voulais avoir votre éclairage, hein, Monsieur Alpha Condé, sur ce témoignage qu'il vient d'apporter. Puis vous avez dit dans votre discours, évidemment, que cette initiative africaine pour les énergies renouvelables, c'était par l'Afrique et pour l'Afrique. Oui. Comment vous l'envisagez, cette collaboration avec les autres pays dans votre projet? Comment vous voyez ça?
je pense au COP21, les engagements ont été pris entre 2016 et 2020 de financer pour 10 gigawatts et l'Union européenne s'est engagée à financer 5 gigawatts. Et je veux dire que beaucoup de chefs d'État ne croyaient pas. Ils disaient non, on a l'habitude des promesses, etc. Donc on a eu du mal à convaincre les chefs d'État. Mais il faut reconnaître que l'Union européenne a tenu ses engagements puisqu'ils ont dégagé les moyens. Et c'est nous qui étions en retard. Parce que déjà, lors du COP22 au Maroc, on aurait pu adopter. Mais pour des raisons que vous connaissez, le président en exercice n'était pas là, la présidente de la commission n'était pas là. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité seul. Mais ça n'avait rien avec l'énergie, c'était dû, bon, vous savez un peu les problèmes entre le Maroc à l'époque et l'Union africaine. Donc nous sommes heureux de voir que, en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne, réellement, l'Union européenne s'est engagée à fond derrière nous dans l'énergie renouvelable et ils nous ont accompagnés. Et je pense qu'ils étaient même en avance par rapport à nous dans le choix. Et aujourd'hui, je suis convaincu que l'Union européenne va nous accompagner dans les 23 projets que nous avons adoptés pour qu'une partie est prête. Donc, il est évident que nous souhaitons aussi, bon, en dehors de l'Union européenne, il y a la France et l'Allemagne qui nous accompagnent, le Canada un peu. Ce que nous souhaitons aussi, nous avons écrit à la Chine, aux pays arabes, etc., à l'Inde et aux États-Unis pour que les autres pays aussi nous accompagnent. Donc, pour le moment, nous sommes convaincus que pour une fois, l'Union européenne tiendra ses promesses en ce qui concerne l'énergie renouvelable. De toute façon, c'est l'intérêt de nous tous, parce que l'immigration crée le populisme chez vous. Nous n'allons pas accepter que vous nous jetez nos enfants comme serviettes usées. Donc, il faut continuer une solution. Donc, aujourd'hui, l'Europe, comme nous avons intérêt à ce que l'Afrique se développe, parce que plus l'Afrique se développe, moins il y aura d'immigrés, moins il y aura de populisme. En Europe, nous voyons que l'Allemagne, depuis 1945, il n'y a pas eu de nazis au Parlement. Aujourd'hui, nous avons plus de 90 députés. Donc, je pense que nous comprenons aujourd'hui qu'il est de l'intérêt de l'Afrique et de l'Union européenne, au moins en tout cas l'Europe, de coopérer avec nous, travailler main dans la main pour permettre à l'Afrique d'avoir accès à l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Vous avez cité dans votre discours le développement du numérique en Afrique qui n'a rien à envier, c'est vrai, à certains égards, à ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde et qui en plus s'affranchit du développement des infrastructures, des lourdes infrastructures qu'on a connues dans d'autres objectifs, dans d'autres obligations de développement. Concernant les énergies renouvelables, peut-être la part que vous voyez entre les réseaux, on va en parler cet après-midi, de la part de l'énergie accessible via les grands réseaux et l'énergie accessible via des petits points, des petits réseaux ou même de manière isolée. Est-ce que vous avez une vision de la façon dont les choses peuvent se répartir dans les pays africains entre ces réseaux, qui sont peut-être quelquefois des réseaux historiques, des réseaux importants, et ces points d'accès qui sont effectivement rendus possibles aujourd'hui par les énergies renouvelables? Quand je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons deux organisations régionales, l'OMVS, l'Organisation des pays riverains du Sénégal, et l'OMVG, le Gambie, qui regroupe d'un côté la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, de l'autre côté le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Dans ce cadre, les barrages que nous faisons en Guinée sont des barrages qui doivent fournir l'électricité à la fois à la Guinée et aux pays voisins. Donc nous avons des projets régionaux qui concernent plusieurs pays. C'est comme l'ABN, nous avons le barrage de Foumi, qui ce n'est pas un gros barrage qui ne donne que 90 MW, mais qui peut permettre d'irriguer au moins 100 000 hectares en Guinée, plus de 100 000 hectares au Mali, au Niger, au Tchad et au Nigeria. Bon, en dehors de cela, nous avons, grâce à l'énergie solaire, nous avons des possibilités d'avoir des énergies au niveau des villages. Par exemple, nous avons un projet avec Bolloré de faire l'énergie villageoise pour 10 000 personnes. L'avantage de l'énergie renouvelable aujourd'hui, d'abord, les coûts ont énormément baissé, ce qui fait que c'est accessible. Ensuite, on peut avoir à la fois l'énergie renouvelable pour les villages d'énergie solaire, mais aussi plus large, parce qu'aujourd'hui, lorsque il suffit seulement d'aligner les conteneurs, un conteneur fait 1 MW, si vous voulez avoir 10 MW, vous alignez 10. Mais l'autre avantage, c'est que les panneaux solaires peuvent être accompagnés par des batteries. Parce que nous avons calculé qu'aujourd'hui, panneaux solaires plus batteries, le coût n'est pas plus élevé que l'énergie fossile. C'est-à-dire que si vous utilisez le mazout ou le gasoil. Donc nous allons vers une énergie solaire qui combine les panneaux solaires et les batteries. Parce que les panneaux solaires permettent de donner le courant le jour, mais pas la nuit. Mais les batteries accumulent l'énergie pendant le jour et donnent l'énergie la nuit. Et cela, avec Bolloré, nous sommes en train de faire dans 5 villages de 10 000 habitants, mais en même temps de faire au niveau des régions. Donc c'est la même chose au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays. Je pense que notre frère de la BAD est là pour nous montrer ce que la BAD est en train de financer concrètement. Donc l'énergie solaire a cet avantage.
ça va vite, et ensuite, on peut le dimensionner, soit au niveau d'un village, d'une préfecture ou d'une grande région. Alors on le voit, des ambitions 10 gigawattheures d'énergie renouvelable en Afrique à l'horizon 2020. Votre commentaire, Jean-Louis Borloo, vous avez commencé à parler évidemment de l'intérêt évidemment d'accompagner toute cette démarche. On parlait déjà de coopération. Comment vous voyez ça? C'est un problème global de mobilisation, mais je profite pour saluer l'arrivée de Roberto Ridolfi, qui a été le premier à la commission. Oui, vraiment la cheville ouvrière qui s'est bagarrée. C'était pas toujours si simple. Parce qu'il faut au fond plein. Il ne faut pas oublier mon service aussi. J'y venais, et Dieu merci, c'est lui qui a finalement été désigné notre ami Manser-Versi, et puis le commissaire Mimica, etc. C'est un problème de perception et de vision générale. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mission, les 54, 55, maintenant, chefs d'État ont décidé que c'était une priorité absolue. Deuxièmement, ils sont organisés, il y a un patron, un président, il y a une équipe. Tout ça, c'est pas simple, évidemment, mais c'est parti. Et je trouve que c'est un des plus beaux projets qui puisse nous arriver. Partout en Afrique, c'est l'énergie renouvelable, quasiment la moins chère du monde. Là où c'est du solaire, là où c'est de l'électricité, là où c'est de la biomasse, là où c'est de l'éolien. Je veux dire, on a de la petite hydro comme de l'hydrose. On a vraiment... C'est un projet à 300 milliards à peu près. C'est en termes économiques absolument extraordinaire. Et je me souviens de l'actuel Premier ministre Lee Kuan, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui me disait, il y a des années, 5-6 ans à Shanghai, mais tu sais, Jean-Louis, la Méditerranée est trop petite pour que l'Europe et l'Afrique n'aient pas un destin commun. Eh bien, comme force transversale de ce destin commun, n'écoutez jamais ceux qui vous disent il y a plein de priorités. Bien sûr que tout est vital, l'éducation, la santé, mais on ne peut pas opposer. Il y en a un qui est transversal, c'est l'énergie. Voilà, ça c'est transversal à tout et c'est vital. Donc les Africains l'ont affirmé, sont organisés. La Commission européenne envoie 2 commissaires au board. Notre ami Ségolène y est également. Voilà, la machine est lancée, mais il faut absolument que les industriels, même si c'est parfois compliqué, redoublent d'efforts pour participer non seulement à ce business, mais ce qui est évidemment une très grande action de l'humanité. Alors justement, aujourd'hui, c'est une journée industrielle. Alpha Condé, peut-être un dernier mot sur le positionnement, le rôle que les industriels doivent avoir vis-à-vis des partenaires africains. Vous disiez tout à l'heure aussi dans votre discours, vous souhaitiez avoir la maîtrise de votre destin. Quel est le positionnement d'une entreprise ? Quel doit être le positionnement d'une entreprise aujourd'hui pour bien collaborer avec l'Afrique et avoir peut-être des lendemains qui sont un petit peu... qui sont différents de ce qu'on a connu par le passé dans les collaborations entre Europe et Afrique? Bon, nous sommes convaincus que nous avons besoin d'un partenariat avec le privé pour nous en sortir. Bon, on a eu beaucoup de débats. Par exemple, on nous a reproché de tout donner aux Chinois. Bon, j'ai dit à Mme Merkel à Berlin, mais quand je veux construire un barrage, je fais un appel d'offres. Qui soumissionne? C'est les Chinois. Pourquoi voulez-vous que je ne le donne pas? Quand je veux faire un chemin de fer, je lance un appel d'offres. Qui soumissionne? C'est les Chinois. Il dit oui. J'ai dit, mais pourquoi vous n'aidez pas les entreprises allemandes? Non, il demande une garantie. Il faut donner une grande garantie à 100%. Grâce à notre ami Rodolfo, l'Union européenne le Parlement vient d'adopter un projet de 40 milliards, comme Exim Bank le fait pour la Chine, pour que l'Union européenne aussi puisse accompagner. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique, d'abord, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne voulons pas d'aide, nous voulons une coopération, des investissements. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les États n'ont pas les moyens. Les États peuvent donner des garanties. Parce qu'il y a une mauvaise vision. On pense qu'il y a plus de risques à investir en Afrique que dans les autres pays. Ce n'est pas vrai. Quand vous prenez les rapports de la Banque mondiale, vous verrez qu'il y a moins de risques d'investir en Afrique que dans d'autres pays et que la rentabilité des investissements est plus forte. Comme toujours, quand on parle d'Afrique, on ne voit que les aspects négatifs, guerre civile, épidémie, etc. Mais lorsque l'Union européenne, porte maintenant une partie des garanties pour les entreprises, nous sommes convaincus que c'est la participation des entreprises privées occidentales en coopération avec les entreprises africaines qui peut nous sortir. Ce n'est pas les États qui peuvent. Donc le rôle des entreprises privées est fondamental. C'est pourquoi nous nous sommes battus avec notre ami Rodolfo pour convaincre l'Union européenne d'accepter de donner des garanties aux entreprises qui sont frileuses dans un premier temps, qui prennent les risques à la place des entreprises, comme Exim Bank le fait pour les entreprises chinoises. Et nous sommes convaincus que c'est le développement privé, partenariat public-privé,
tous les États africains ont voté les lois pour le partenariat public-privé. Donc, le rôle des entreprises privées va être fondamental dans le développement de l'énergie renouvelable, comme dans le développement. Parce que dans l'énergie renouvelable, nous avons un autre aussi défi, c'est les infrastructures routières et chemins de fer. Et là, le président Issoufou, qui a la charge de... Parce que l'Union africaine, nous avons désigné des champions. C'est-à-dire, dans chaque domaine, l'Afrique parle d'une seule voix. Pour la zone de libre-échange, c'est le président Issoufou. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, tout le monde est d'accord pour 90%, on va arriver à 95%, etc. Donc, nous sommes convaincus que la participation des entreprises privées va être déterminante, non seulement pour résoudre le problème de l'énergie, mais aussi le problème des infrastructures, la méthode de l'énergie renouvelable. Alors juste une question supplémentaire, vous avez parlé de 19 projets, peut-être nous éclairer, nous en dire quelques mots supplémentaires sur ces 19 projets, peut-être certains qui vous tiennent plus particulièrement à cœur, qu'on en sache encore plus sur cette initiative. En tant que président chargé de l'énergie renouvelable, tous les projets me tiennent à cœur, mais particulièrement les projets inter-États. Bon, nous avons quelques petits problèmes. Bon, concernant le Nil, par exemple, bon, je viens d'Égypte. Bon, les Égyptiens estiment que le Nil, c'est vital pour eux, mais en même temps, on doit faire des barrages. Donc, il est fondamental. Moi, je n'ai pas à dire tel ou tel projet. Tous les pays africains ont besoin d'énergie. Mais si je dois privilégier, je privilégierai les projets inter-États, c'est-à-dire qui servent plusieurs États. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des projets par État. Donc, on a aujourd'hui, parmi les 23 projets, des projets inter-États, mais aussi des projets au niveau des États. Mais progressivement, nous allons avoir, comme je l'ai dit, au premier trimestre de l'année prochaine, des réunions par région, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique orientale, etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique espagnole, il y a le continent africain qui parle d'une seule voix. Mais pour ne pas qu'il n'y ait pas de cacophonie, pour chaque problème précis, il y a un seul qui parle. Pour l'énergie, c'est moi. Pour l'immigration, c'est le roi du Maroc. Pour l'agenda 2063, c'est le président Alassane Ouattara, etc. Donc, ce que nous voulons, c'est que tous les pays africains disposent de l'énergie pour pouvoir transformer les matières premières agricoles et minières en produits finis. Parce que si vous remarquez aujourd'hui, par exemple, avant on utilisait le bois pour les fenêtres. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'aluminium. Mais la Guinée a plus de la moitié des réserves mondiales de bauxite. Donc, si nous nous mettons ensemble, nous allons produire de l'aluminium en Afrique. Non seulement on a un marché en Afrique, mais on a un marché à l'extérieur. Donc, nous sommes en train de travailler aussi, par exemple, le Nigeria, le Niger et la Guinée. Nous sommes en train de le mettre ensemble pour que nous exploitons la bauxite de Guinée ensemble en utilisant le gaz du Nigeria pour faire l'aluminium nous-mêmes en Afrique et que c'est nous qui sommes maintenant vendeurs d'aluminium. Donc, vous voyez que développer entre le fait que le Nigeria développe le gaz, ça permet de fournir l'énergie à la Guinée pour transformer la bauxite en aluminium. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut... les deux sont aussi importants. Énergie concernant plusieurs États, comme un seul État, les deux sont importants. Jean-Louis Borloo, un mot peut-être, et peut-être aussi pour conclure sur les prochaines actions de la Fondem dont vous venez de prendre la présidence. Je ne sais pas si vous voulez... Non, mais profite de ce moment. Ça fait très très longtemps que le problème des garanties, évoqué par le président Alpha Condé, se pose. Dans bien des cas, c'est beaucoup plus un problème de garantie qui se pose qu'un problème de subvention. Et ce problème est compliqué. Pour l'instant, il y a une institution, c'est la garantie MIGA de la Banque mondiale, qui est trop grosse pour les trop gros et assez peu mobilisable. Alors, il y a, Président, je voulais vous informer, Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, dans sa qualité de l'Alliance solaire, pas dans sa qualité de chef d'entreprise, a fait travailler des équipes extrêmement pointues pour simuler, imaginer le format d'une garantie internationale autogérée, enfin un truc. Alors c'est très sophistiqué, ne me demandez pas de le détailler, j'en serais bien incapable. Moi j'ai passé 2 journées avec ces équipes-là, c'est assez impressionnant. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup que vous ou un de vos collaborateurs regarde cette affaire de garantie automatique. Alors c'est compliqué parce qu'il faut des législations assez proches, équivalentes dans tous les domaines. Hein. C'est assez sophistiqué. Mais je crois que si on pouvait arriver à mettre cette garantie sur tous les projets, y compris du tout petit projet à un camion, de manière parfaitement NTIC et automatisée, je pense que ce serait une avancée assez extraordinaire. Alors, elle doit en parler en français, par ailleurs, mais je dis que la bonne voie d'entrée, c'est évidemment de vous en parler à vous. Donc, je me fais l'interprète.
Merci beaucoup Jean-Louis Borloo, merci Monsieur le Président Alpha Condé, merci d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de cette réunion. On peut, merci, vous applaudir, bien Évidemment. entendu, et on va enchaîner. Merci. Et d'ailleurs, pour préciser, nous avons évidemment une présentation de cette initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables, mais nous allons parler évidemment dans un instant des autres initiatives qui avaient été lancées après la COP21, dont l'Alliance solaire internationale ou encore l'Alliance mondiale pour le dessalement de l'eau propre, parce que c'est vraiment un enjeu qui est réellement important. Alors on attend d'un instant à l'autre Nicolas Hulot, qui doit arriver dans nos murs. En tout cas, on nous l'a signalé. On souhaite qu'il va être présent dans très peu de temps. Peut-être un petit mot dans ce cas-là de notre programme qui va suivre. Effectivement, Valérie. On entendra également Claire Perry qui nous a rejoint, qui est ministre d'État au changement climatique et à l'industrie pour le Royaume-Uni. Bonjour Madame Perry. Et pour le programme de l'après-midi, vous l'avez vu, nous allons on a parlé d'action. On a eu plusieurs intervenants depuis le début de l'après-midi qui ont bien insisté sur le fait que maintenant, il fallait cesser de débattre, mais vraiment aller sur des actions, sur des financements. Nous verrons ensemble quelles sont les initiatives post-accord de Paris qui ont été lancées et quel est l'état d'avancement de ces initiatives, avec quelles sont également les prochaines étapes en termes de thèmes cet après-midi. Et puis Nathalie, on en a déjà touché quelques mots tout à l'heure. Il y a une présentation d'une cartographie. De quoi s'agit-il exactement? Alors on retrouvera tout à l'heure justement Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables, et également Bruno Legevin, le président de l'ADEME, qui tiennent à présenter à l'occasion de cet événement et de cette conférence cet après-midi la cartographie des réalisations françaises à l'international, donc qui a été faite en 2017 et qui est un an de recensement de toutes les réalisations françaises. Et donc une étude cofinancée par le CER et l'ADEME, et vous verrez qu'il y a un beau dynamisme, il y a une vraie réussite à l'export évidemment de nos entreprises. On est là aussi pour en parler cet après-midi. Alors cette cartographie vous sera présentée de manière succincte par Jean-Louis Ball et Bruno Legevin, mais vous verrez en sortie de salle, il y a une borne sur laquelle vous pouvez vous attarder, et l'ensemble de l'étude disponible à ce jour, parce qu'elle est évolutive, elle va continuer de se construire, cette étude est disponible sur la borne qui est en entrée de salle, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Elle est juste à gauche là quand on sort de la salle, donc on la voit très facilement. Et puis ensuite, sur la fin d'après-midi, deux sujets vraiment très importants, c'est comment raccorder les énergies renouvelables au réseau, quelles sont les solutions, quels sont les blocages aujourd'hui, y compris en France, mais à l'international également, et comment fait-on pour changer de braquet, changer d'échelle, pour développer les énergies renouvelables au point de pouvoir viser ce non-franchissement des plus de degrés qui sont vraiment le point limite à ne pas dépasser. Bruno Legevin le rappelait pourquoi, avec les inquiétudes prononcées des scientifiques concernant l'état du réchauffement climatique aujourd'hui. Et puis une deuxième table ronde où là on sera moins sur le réseau, on sera plus donc sur ce qu'on évoquait avec le président Alpha Condé il y a quelques instants, c'est-à-dire les mini-réseaux, les approvisionnements également isolés, donc tout ce qui est fourniture d'électricité, notamment aux populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie. Et dans ce cadre-là, avec ces deux tables rondes, nous vous inviterons à prendre la parole, à faire part d'expériences, d'initiatives ou à poser des questions à nos intervenants qui seront assez variés, puisqu'on aura à la fois les personnes qui sont sur les technos en elles-mêmes, les personnes qui déploient, les personnes qui financent, et nous aurons également un point sur les situations insulaires, qui sont souvent des territoires d'expérimentation très intéressants pour les énergies renouvelables, puisque bien sûr, on a tout un intérêt à produire l'énergie localement, plutôt qu'aller vers des systèmes complexes et polluants pour les îles. Et on invitait tout à l'heure, on signalait la présence de Roberto Rodolfi. Il sera là évidemment tout à l'heure, directeur pour la croissance et le développement durable de la Commission européenne, qui sera là pour apporter son éclairage sur le dernier point dont vous parliez, l'accès à l'énergie. Alors on nous signale que normalement monsieur Nicolas Hulot est juste derrière la porte, donc on aimerait bien qu'il puisse franchir cette porte de façon à pouvoir continuer notre événement dans la plus grande sérénité. Donc surtout qu'il n'hésite pas à nous rejoindre, parce qu'on pourrait vous chanter une chanson, mais je pense que ce n'est pas le but. Alors, normalement, c'est Nathalie qui chante les chansons. Moi, je ne m'en occupe pas du tout, ce genre de sujet Bon, que j'aborde. on peut essayer de danser tous les deux, mais je crois que ce n'est pas vraiment le but. Donc Voilà. on souhaite qu'on nous fasse, je pense que monsieur le ministre Voilà, je le vois de la transition écologique et solidaire, il est juste dans l'entrée, donc on l'invite avec grand plaisir à venir nous rejoindre. Je crois qu'il est accaparé par les photographes, évidemment les photos officielles entre monsieur le président et monsieur Nicolas Hulot, c'est tout à fait logique. Eh bien écoutez, je crois qu'il y a du mouvement, donc il est là parmi nous, on peut l'accueillir. Je vous invite à vous installer au pupitre, monsieur le ministre. C'est une journée marathon.
mais pour la bonne cause. Je vois des événements, des initiatives se succéder. Je me dis que peut-être on est en train de changer d'échelle. Monsieur le président de la République de Guinée qui vient de nous quitter, mais que j'ai croisé, Madame la ministre de l'Environnement, chère Claire, Monsieur le ministre de l'Énergie d'Indonésie, cher Ignatius Yonan, Monsieur le président du syndicat des énergies renouvelables, il n'y a que des amis ici, Monsieur le président de l'ADEME, Mesdames, Messieurs, chers amis, moi qui ai horreur d'être en retard, et qui plus est ceux qui sont en retard, et là c'est moi qui est en retard, donc j'en suis désolé, mais je viens de quitter des acteurs de la finance. Ça vaut quand même le coup, quand la finance est au chevet de la planète, de les encourager. C'était encore une situation peu probable il y a quelque temps, d'autant que je sens une certaine sincérité. Donc il faut les encourager. Je n'avais pas aperçu ce grand homme qui est Jean-Louis Borloo, que je salue, et probablement que j'en oublie d'autres dans cette assemblée. Donc pardon pour mon retard, mais effectivement ces journées sont chargées, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça fourmille, ça foisonne, ça cogite, et effectivement peut-être que ces 48 heures ne seront pas 48 heures empreintes de promesses successives, mais effectivement d'engagements concrets et de solutions. Ces journées sont chargées parce que les acteurs, les entreprises, les territoires s'engagent, et je veux saluer justement tous ceux qui se saisissent de cette opportunité pour augmenter leur ambition et annoncer de nouveaux engagements. Chacun a compris qu'on n'a pas d'autre alternative. Ce n'est pas de la résignation dont on a besoin, c'est d'ambition, parce que nous ne sommes toujours pas sur la trajectoire des 2 degrés, même en deçà. Et j'ai besoin de le rappeler ici, je pense que je suis dans une salle de convaincus, mais enfin, c'est quand même mieux de dire que l'étape d'après, notamment à la COP 24, c'est qu'il faut que chacun crante d'une marche supplémentaire. Je veux remercier ici le syndicat des énergies renouvelables et l'ADEME et son président Bruno Legevin, qui font tous les deux un travail remarquable et surtout qui nous aident à tracer le chemin des solutions, qui vont nous aider à larguer les amarres de ce vieux monde des énergies fossiles pour nous diriger vers ce nouveau monde enthousiasmant de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Merci pour cet événement qui est consacré à l'engagement des entreprises justement pour les énergies renouvelables. L'accord de Paris, vous le savez, il avait pour vertu de fixer un cap à l'humanité. Ce cap, effectivement, c'est la fin des énergies fossiles. Et c'est important de le rappeler parce que chacun n'a pas encore réalisé l'exercice qui nous attend. Mais effectivement, si on veut rester en deçà des 2 degrés, ça nous a été dit maintes fois, mais certains semblent l'ignorer. Il faut laisser la majorité des énergies fossiles que nous avons sous les pieds. Ce n'est pas un exercice forcément très facile parce que l'humanité et le monde moderne n'a pas été habitué à renoncer volontairement et spontanément à exploiter des ressources que nous avons sous les pieds. Mais enfin, comme des technologies ont maintenant fait la démonstration de leur efficacité, on sait ce qu'on quitte, mais simultanément, on sait ce qu'on va trouver, on va trouver que du mieux. Je citais d'ailleurs, mais je ne vais pas me priver de répéter cette phrase ici, parce qu'elle va tellement bien à cette transition que nous essayons d'organiser. Je l'ai dit l'autre jour à l'Assemblée, quand j'ai porté la loi pour mettre fin à l'exploration d'hydrocarbures sur notre territoire. J'ai rappelé ce que m'avait dit un ami africain un jour. Il m'avait dit, tu sais, quand les hommes sont passés de l'âge de pierre à l'âge de fer, c'est pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, c'est parce que c'était mieux. C'est pareil pour l'énergie, c'est pas parce qu'il n'y a plus de pétrole, c'est parce que c'est beaucoup mieux, les énergies renouvelables, pour la santé, pour la planète et pour notre économie. Notre avenir, il va être renouvelable, dans tous les sens du terme. Ce qui était, il y a encore quelques années, dans l'esprit de certains, une utopie. Et il faut reconnaître qu'on n'était pas aussi à l'aise pour faire la démonstration que ça n'était pas une utopie. Mais ça devient une réalité, en marche, qui dans certains pays, la Chine par exemple,
va beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait et elle est en train de se matérialiser partout. En Inde, le solaire est d'ores et déjà 3 fois moins cher que le nouveau nucléaire. En Afrique, les énergies renouvelables sont souvent devant le gaz et le fioul, l'un des moyens les moins coûteux pour produire de l'énergie. Au Royaume-Uni, j'ai appris que votre réseau, chère Claire, votre réseau électrique avait fonctionné cette année une journée entière sans charbon, ce qui peut paraître anecdotique, mais dans votre pays, c'est une prouesse qui a été une première de faire fonctionner des centrales électriques thermiques il y a plus d'un siècle de cela, et donc qui aujourd'hui a pu s'en passer pendant 24 heures. Ce que l'on peut faire pendant 24 heures, a priori, c'est peut-être la prochaine étape de le faire pendant une année, qui sait. En Allemagne, les objectifs de production d'électricité renouvelable pour 2020 sont en passe, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'on pointe du doigt de temps en temps l'Allemagne pour le pari de la transition énergétique qu'ils ont fait, mais leurs objectifs sont en train d'être dépassés dès cette année, avec donc plus de 2 ans d'avance. Partout en Europe et dans le monde, le prix des énergies renouvelables baisse d'une manière spectaculaire. Et cela va bien nous aider et m'aider, parce que d'ores et déjà, certains appels d'offres d'éoliens offshore se concluent à des prix où les subventions publiques ne sont même plus nécessaires. Voilà qui devrait faire plaisir à nos amis de Bercy. En France, les énergies renouvelables sont des éléments clés dans notre transition. Vous le savez, la loi fixe un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans notre mix global en 2030, contre un peu plus aujourd'hui de 16%. Donc ça veut dire qu'on va quasiment doubler. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il faut qu'on développe toutes les filières d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité, de la chaleur ou servir de carburant. L'éolien, évidemment, qu'il soit terrestre, offshore, fixé ou flottant. Le photovoltaïque, les énergies marines renouvelables, les filières biogaz, et la liste pourrait s'allonger. C'est ce que nous avons l'intention de faire dans le cadre de ce que nous appelons le plan d'accélération du développement des énergies renouvelables que je présenterai au plus tard au printemps 2018 et que je vais mettre en œuvre progressivement et sur lequel je suis en train de travailler avec plusieurs autres ministères. La France n'a pas toujours été un bon élève dans ce domaine, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que de nombreux acteurs économiques changent d'échelle. C'est le cas notamment de certaines PME, comme Akuo Énergie, que je veux saluer ici. J'ai pu, dans certains déplacements, mesurer, prendre conscience de ce travail efficace qu'ils font, notamment quand j'avais été à La Réunion, qui rayonne en France et à l'international, et dont j'aurai avec mon homologue indonésien, dans quelques instants, l'occasion de parrainer un accord qui va permettre de développer pas moins de 50 mégawatts de solaire et de projets éoliens. C'est le cas aussi, et je tiens à le saluer tout particulièrement, parce que c'était un vœu, un souhait qui se réalise aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il avait été ignoré, mais il change d'échelle et de dimension. C'est le cas aussi d'EDF, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle vient de décider de viser, et je le note, 30 gigawatts entre 2020 et 2035. Et je suis heureux que notre grand opérateur prenne toute sa part dans cette transition énergétique, avec cet objectif de devenir un acteur majeur du solaire dans notre pays. Sachez que là où je suis, je ferai en sorte de créer toutes les conditions pour que vous puissiez remplir cet objectif, qui me permettra, moi, de remplir aussi les autres objectifs de la loi de transition énergétique. C'est une révolution, en tout cas culturelle, un changement de mentalité que je veux saluer ici, mais de nombreuses autres entreprises, grandes, petites et moyennes, et je le salue également, vont dans le même sens. Pour accélérer encore le développement des énergies renouvelables, je viens de le dire, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Et je voudrais dire ici, à l'occasion du One Planet Summit, vous dire comment j'entends procéder. D'abord, et ce n'est pas forcément le plus facile, mais c'est une exigence, sans quoi nous n'y arriverons pas,
nous allons travailler à la simplification des procédures, notamment pour l'éolien. On doit, pardon du jeu de mots, mais libérer les énergies renouvelables en simplifiant le cadre de leur développement, sans pour autant s'affranchir des normes. Mais, pardon de le dire, je ne vois pas comment je vais réaliser les objectifs qu'on s'est fixés si entre le moment où on fait un appel d'offres d'éolien offshore et le moment où on implante le premier mât, il se passe entre 10 et 15 ans, et qui, de surcroît, fait qu'au bout de ces 10 ou 15 ans, la turbine que l'on va installer est totalement obsolète ou dépassée, que si on voulait mettre une turbine qui soit plus efficace, il faudrait repartir pour 10 ou 15 ans. Là, évidemment, je crains de ne pas être témoin du succès de la transition énergétique. Un groupe de travail sur l'éolien, actuellement et depuis quelques semaines, travaille et se penche avec toutes les parties prenantes sur justement les leviers à activer pour accélérer le développement des projets. Et je vous en informe, les conclusions seront rendues le 18 janvier. Des groupes similaires vont être mis en place prochainement sur la méthanisation et également sur le solaire. Nous allons prendre toutes les filières et trouver les simplifications nécessaires à leur développement. Ça, c'est le rôle et la responsabilité de l'État. Parfois, ce seront beaucoup de petites mesures, mais qui, mises bout à bout, vont changer la donne, et parfois ce seront quelques grosses modifications. Mais nous n'avons pas attendu les conclusions de ces groupes de travail pour avancer, et peut-être que vous l'avez entendu, dans le cadre du projet de loi pour une société de confiance, nous proposons d'ores et déjà des simplifications majeures sur l'éolien en mer, notamment en développant ce que nous appelons des permis enveloppes, qui vont permettre de raccourcir considérablement les délais entre les appels d'offres et leur mise en œuvre. Et il y a aussi des mesures de simplification sur le raccordement et sur le cadre réglementaire de la géothermie. Ensuite, nous allons encourager l'innovation. On va lancer un concours d'innovation, une fois encore avec l'ADEME, dont on ne peut plus se passer, dès cette semaine. Ce sont 4 thématiques majeures pour la transition écologique que nous allons soutenir. Le développement des énergies renouvelables, les transports propres et innovants, l'agriculture innovante, la qualité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins. Ces 4 thématiques seront au cœur des projets conduits par des PME de taille moyenne, parfois même des start-up, qui pourront toucher de 200 000 € à 2 millions d'euros pour financer des projets innovants. En outre, en janvier, je vais lancer un nouvel appel à projets démonstrateur de la transition écologique et énergétique de l'ADEME qui vise des projets, là pour le coup, de plus grande taille, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il s'agit tout simplement de financer les phases de démonstration avant l'industrialisation de technologies innovantes, qui est un moyen. Et j'y suis très attaché parce que j'ai malheureusement pu observer ce phénomène avec beaucoup de tristesse, de voir certaines initiatives, technologies germer sur notre sol et puis s'épanouir, se développer à l'étranger. Et donc là, l'idée, c'est d'éviter que les innovations de nos PME, faute de marché, ne s'enfuient vers l'étranger. Nous le savons, pour réussir nos objectifs de transition énergétique et notamment ramener rapidement la part du nucléaire à 50% de notre production électrique, on doit multiplier par 2, voire même par 3, le rythme d'installation des énergies renouvelables. Donc je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'accélérer le développement du solaire photovoltaïque pour que nous ne prenions pas de retard sur ces objectifs. Vous voyez, EDF et nous avons une convergence de vues, mais c'est normal, les grands esprits sont censés se rencontrer à un moment ou à un autre. J'ai décidé d'augmenter fortement le volume des appels d'offres dans le domaine du solaire. Les appels d'offres vont passer de 1,5 gigawatts à 2,5 gigawatts par an, ce qui est quand même une hausse considérable de 2 tiers, c'est-à-dire de 67% de la puissance que nous allons installer chaque année. Cette forte augmentation de nos appels d'offres, elle est possible notamment parce que les coûts du photovoltaïque diminuent très rapidement, presque 10% de baisse du soutien de l'État en 4 mois entre les 2 derniers appels d'offres de 2017.
Par ailleurs, j'ai aussi le plaisir, profitons-en, de vous annoncer les résultats de l'appel d'offres solaire qui visait des projets en autoconsommation. Il s'agit d'un appel d'offres de 50 MW de projets qui devait présenter la particularité d'être en partie en autoconsommation parce que le modèle énergétique du futur, c'est avant tout un modèle décentralisé où chacun peut devenir actionnaire ou propriétaire d'une petite unité de production électrique. Dans ce domaine, 145 projets ont été retenus. Les coûts sont en forte baisse. Le besoin de soutien public pour l'émergence des projets en autoconsommation a été divisé par 4 en un an. Qui aurait gagé de cela? C'est non seulement un excellent signal, mais évidemment, cela va permettre de changer d'échelle. Une part importante des projets ont même demandé, tenez-vous bien, la prime minimale de 0 € de bonus. On voit bien quand même que le contexte est nettement plus favorable qu'il y a encore quelques années. Certes, évidemment, il reste un petit besoin de soutien, mais nous ne sommes plus loin de la parité. J'attends impatiemment les résultats du prochain appel d'offres, puisque nous en lançons désormais un tous les 4 mois. Ça nous permettra de voir jusqu'où le besoin de soutien peut descendre, car cela augure évidemment du meilleur. Nous sommes à l'aube d'un changement radical dans le déploiement de l'énergie. Voilà donc les premières mesures que je prendrai pour notre pays, et ce n'est qu'un début. On va évidemment continuer, d'abord à travailler ensemble pour aller plus vite, simplement parce que la situation exige de ne pas s'en tenir là. Je compte donc sur vous pour participer pleinement à l'élaboration de ce plan d'accélération du développement des énergies renouvelables qui rejoint un autre plan que j'ai présenté il y a de cela quelques jours, celui de la rénovation thermique du bâtiment, que j'ai mis en concertation, ainsi que la feuille de route sur l'économie circulaire en cours d'élaboration avec les acteurs pour constituer ce fameux grand accélérateur de la transition énergétique qui doit nous emmener d'une manière irréversible vers la neutralité carbone. Je vous invite d'ailleurs dans tous ces plans, avant qu'ils ne soient bouclés, puisqu'ils sont soumis à la concertation, à les enrichir. Je les soumets à vos commentaires et je les soumets évidemment à votre appréciation. Mesdames, Messieurs, certains ne l'ont pas encore réalisé, mais les énergies renouvelables sont en train de faire entrer le monde dans une nouvelle ère. C'est le cas aussi en Afrique, et je le dis au président Alpha Condé, et j'espère que mes mots lui seront rapportés, je n'oublie pas l'engagement que nous avons pris à la COP21 sous le regard du président Hollande. L'Europe et la France ont répondu présent à l'appel des chefs d'État africains qui ont relancé l'initiative AREI, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. Cette initiative, c'est 10 milliards d'euros pour installer 10 gigawatts de capacité nouvelle en énergie renouvelable. La France elle-même va y consacrer 3 milliards d'euros d'ici à 2020. C'est un investissement important. C'est maintenant à l'Afrique de proposer des projets. Je sais qu'il ne manque pas. J'en ai vu au Kenya il y a quelques jours. J'ai inauguré une centrale solaire de 40 MW à l'université Kenyatta. Des panneaux d'ailleurs dotés d'une technologie française de suivi de la lumière du soleil. Le président Macron a quant à lui inauguré une centrale solaire, lui au Burkina Faso, dans son déplacement en Afrique il y a quelques jours. C'est la preuve que l'Afrique peut réussir son électrification sans passer par ce fléau que sont les énergies fossiles. C'est un progrès pour tous, à la fois parce que ça évite dans les mégapoles d'Afrique les problèmes de pollution que nous connaissons, nous, dans nos grandes cités, et que connaissent d'autres grandes villes du monde. C'est aussi un progrès parce que cela, et c'est important, et peut-être même essentiel, contribue à la souveraineté énergétique du continent, qui est la région du monde à plus fort potentiel en énergie renouvelable. D'ailleurs, permettez-moi une petite diversion, mais ce qui est vrai pour l'Afrique, et ce qui est souhaitable pour l'Afrique, de trouver dans le développement énergétique par les énergies renouvelables une souveraineté énergétique. Quand on a une souveraineté énergétique, on a de fait une souveraineté dans beaucoup d'autres domaines.
et c'est une des vertus, me semble-t-il, et une des opportunités de la transition énergétique, c'est dès lors que chaque territoire, chaque village, mais chaque pays, puisse, dans un délai qui n'est pas si lointain que ça, acquérir une forme de souveraineté énergétique, eh bien, mesurons ensemble les conséquences sur les relations géopolitiques du monde. Parce que le rapport de force entre États, si l'on regarde l'histoire récente, il était souvent conditionné ou proportionné à la capacité de détention des énergies fossiles de certains États qui pouvaient ainsi affirmer leur puissance et face auxquels nous n'étions pas toujours capables d'affirmer nos valeurs de peur des mesures de rétention. Dit autrement, si grâce aux énergies renouvelables, grâce au changement climatique qui nous oblige à accélérer la transition énergétique qui serait venue à un moment ou à un autre par la force des choses, ça a notamment comme vertu de donner une souveraineté énergétique aux pays, quelle que soit leur puissance stratégique ou économique. Je pense que ce sera également un extraordinaire instrument pour la paix du monde, parce que chacun a à l'esprit combien de conflits, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont été alimentés de près ou de loin par le gaz, le pétrole ou le charbon. Je ne pense pas qu'on se fera la guerre pour les énergies renouvelables. Et puis, quand nous aurons les machines pour capter le vent, le soleil, la chaleur géothermique, le mouvement des vagues, que sais-je encore, eh bien, cette énergie-là, elle est disponible en abondance. Et il y a quelques jours, l'Alliance solaire internationale est entrée en vigueur. C'est l'une des grandes initiatives qui a été lancée, parmi d'autres, pendant la COP21, notamment sous un leadership qui n'était pas évident 2 ans avant la COP21, le leadership de l'Inde. Cette alliance, c'est une coopération originale entre de nombreux pays. 19 ont déjà ratifié le traité, d'autres vont les rejoindre et 46 sont rassemblés dans cette organisation pour mettre en commun des ressources, des savoir-faire, des technologies qui vont permettre un boom de l'énergie solaire. Dans ce cadre, et pour soutenir les énergies renouvelables partout sur la planète, on doit réfléchir maintenant à des mécanismes de financement innovants. Je pense entre autres aux garanties publiques qui permettent de réduire le coût d'accès au financement pour les énergies renouvelables. De tels mécanismes existent déjà, mais je pense que la communauté internationale doit rapidement renforcer ce type de financement et c'est notamment l'un des objets ou l'un des objectifs du sommet de demain et que j'espère il permettra d'y contribuer. Voilà, l'énergie, comme vous le savez, c'est plus qu'un droit, c'est plus qu'une promesse. L'accès à l'énergie conditionne l'accès à tous les besoins élémentaires pour tous ceux qui, sur cette planète, beaucoup trop nombreux, n'ont pas accès justement à ces services de base. Notre siècle, le 21e, peut, si nous le décidons, être un siècle sans pollution, sans énergie fossile. Il doit être un siècle 100% renouvelable. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État Nicolas Hulot. Vous avez parlé de souveraineté. Nous savons que certains États sont très sensibles à la souveraineté. Et j'accueille Claire Perry, ministre d'État au changement climatique et à l'industrie du Royaume-Uni, pour nous parler justement de l'implication du Royaume-Uni sur cette question des énergies renouvelables. Welcome. Bienvenue, Claire Perry. Merci beaucoup. En anglais, je suis désolée. Au revoir. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, thank you very much for inviting me to join you this afternoon at what is an incredibly exciting event. Tomorrow is the 2nd anniversary of the day that so many countries signed the groundbreaking Paris Agreement. And like the distinguished speakers before me, I am very excited about the prospects for renewable energy, not just the opportunities to decarbonize our energy supply, but the opportunity this creates for innovation, jobs, and economic growth. And it's been fascinating to sit and listen to the presentations and to understand so many different perspectives about the need for cost, about the need for sovereign control of energy,
but above all about the need for collaboration and solidarity as we move towards a low-carbon world. And I think the event is very well organised. Thank you. Our transition to a low-carbon economy in the UK has renewable energy at its centre. We were the first country in the world to pass legally binding carbon emission reductions targets with our 2008 Climate Change Act. And since then, a policy framework of subsidy and innovation investment, as well as technological progress, has really driven down our costs of renewable energy. And to me, the cost profile is completely critical. We cannot ask countries who are on a development curve to move to a different form of energy until the cost profile is much lower. We've seen the cost of solar production fall by 80% in 10 years. And earlier this year in the United Kingdom, I opened the country's first subsidy-free solar farm, a situation that is only achieved because of the use of battery storage to achieve the right tariff framework, but very exciting. And we bought offshore wind in our latest auction at £57 per megawatt hour, a cost that has plummeted more than 50% in the last 2 years. And we now have the largest installed offshore wind base in the world. Again, we're starting to see renewable energy coming on stream at prices competitive with fossil fuels far quicker than we ever expected it to happen. We have an ambition by 2020 to have over half of our electricity coming from low-carbon sources, 30% of it from renewables, and last year we were at 25%, so we are well on our way. And as my friend the Minister said, we have had our first coal-free day in history this year. In 2012, coal was still 40% of our energy mix. In July of that year, July of this year, it was down to 2%. So we are well on the way to phasing out coal. And, you know, this is not just good for our planet, it is good for our economy as well. We're investing over £2.5 billion in low-carbon innovation until 2021. And we're seeing our low-carbon economy in the UK grow at around 11% a year. We now employ over 400,000 people in the low-carbon economy. It's a bigger sector for us than aerospace. So for so long, the conversation about decarbonisation has been about, well, the planet might win, but our economy may lose. But no, we can both grow our economy and take actions to save the planet. It is a win-win situation. But as well as doing well domestically, it is obvious that we have to collaborate and form partnerships to tackle this incredibly vital and complex issue. Again, it's been amazing to sit and listen to what other countries are doing. As we renegotiate in Britain our technical arrangements of membership with our European friends and partners, the view that climate change and the collaborative action on climate change is absolutely fundamental remains undiminished. And we're working so well with so many countries on international initiatives like Mission Innovation, bringing together the best minds from our countries to accelerate global clean growth, both to benefit economies, create sustainability in their activities, and of course to reduce our emissions. And since Mission Innovation was launched 2 years ago, its members have committed in excess of $31 billion to push forward this clean energy transition and mobilize over 3,000 experts, really to identify what are those critical technologies that will make the most difference globally. Another key collaboration was the Powering Past Coal Alliance, which I dreamt up and launched with my friend, the Canadian Environment Minister, Catherine McKenna, and I was proud to have Minister Hulot there as one of our founding members, along with 25 other national and regional governments at our most recent COP in Bonn. For us, it is crucial that the world transitions away from coal towards cleaner sources of power in order to meet the Paris pledges that we made 2 years ago. And we will be working to increase the membership of the Alliance and taking those steps together. It's not to lecture countries about what they should do. It's not to try and criticize, but it is to share the experience we have had in moving away from a coal-powered economy and to help and encourage each other to do that.
And we'll be hosting the Commonwealth Summit next year, where we will be encouraging our Commonwealth allies to take up more renewables. And of course, we are also not only sharing expertise and policy advice, but we're helping others financially with the transition. We all need to contribute in order to have the world make this transition. And in the UK, we're spending almost £6 billion of climate finance over the next 4 years, but crucially mobilizing private finance as well as making public finance commitments. The Clean Technology Fund, where we've started to build markets for clean technologies such as concentrated solar power in South Africa and Morocco, has been crucial both in driving down the cost of technology, but also in attracting private investment. And the Climate Public-Private Partnership has secured commitments of more than $1 billion from private investors, including pension funds and sovereign wealth funds. For us, it is about unlocking those private capital pools, as well as governments investing their country's money that will actually mobilize the world and make the difference. We heard some of the examples from Africa. The UK is supporting Get Fit in Uganda, which is demonstrating to the private sector what the President was saying. You have to demonstrate that the investment in renewable energy is financially viable. And our investment of nearly £50 million has encouraged almost €400 million in public and private investment. Ooh, I hope that's not me. So no problem. So we're working together, we're working hard, but I feel, and I hope you share this, that the world is at a tipping point. We are seeing an unstoppable momentum of a move to a low-carbon economy. We are seeing countries, developed countries, make their own pledges domestically, invest in research and development, and drive down the costs. And I think it is the most exciting transition we will have seen politically for many, many years to come. We have one planet. We're here over the next 2 days to work out ways to work better together. And my goodness, it is a huge challenge, but such an exciting one. And I think we owe this purpose to our children and future generations to work out the best ways to live in harmony with nature. And in closing, I was thinking about a very sad event that has happened in France only very recently, which was the loss of one of the great singers in the French society. And I thought I might quote just the couple of lines of his most favorite one of his most favorite songs, which is that we have to allumer le feu, and make this planet fit for future generations. Merci. Thank you very much, Claire Perry, for your intervention, pour votre intervention. Merci beaucoup à vous. On va continuer à entrer plus que jamais dans le vif du sujet après ces différentes présentations qui évidemment nous ont, on peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire, planté le décor de ces enjeux en matière d'énergie renouvelable. Tout à l'heure, le ministre Nicolas Hulot disait qu'il fallait accélérer le rythme, passer à un rythme, on va dire, 2 à 3 fois supérieur d'installation des énergies renouvelables. Et c'est ce qu'on va voir à travers une étude de l'IRENA, l'International Renewable Energy Agency. Et on est ravis d'accueillir Elisabeth Press, qui est Director of Planning and Program Support, pour nous en dire plus sur cette étude et nous présenter évidemment l'état des lieux, les perspectives et les recommandations, on va dire, pour changer d'échelle dans le développement des énergies renouvelables. Madame Elisabeth Press, je vous en prie. Elisabeth Press, merci de votre présence. Thank you very much. Let me say at the outset that my Director General was supposed to be here, but unfortunately, due to unforeseen personal circumstances, he is not. And he very much regrets that and sends his best wishes for the successful event. And thank you very much for inviting Irina, and we are very pleased to be again with our friends from SUR and ADEME. It seems like a year ago that we were here when we were organizing the COP21 renewable energy event, but it's been 2. And also it seems like yesterday when we were talking about how to attract people to come to the space, and suddenly we find ourselves discussing renewable energy as something that is mainstream, something that is normal, and something that has been around for a long, long time. But let us not be complacent. Paris Agreement has set a very ambitious agenda for all of us, and a lot has happened, but lots needs to happen.
The shift from one energy system to another is not simple, and a lot has to change. And there is no question for all of us that many years will pass before we currently change our current system. But we are gaining pace, and it is unstoppable. Our latest data shows that in 2016, 161 gigawatts of new renewable energy has been added, and made a tip over 2,000 gigawatts of renewable energy in the global energy system. But there's certain nuances in that need to be highlighted. Most notably, around 70% of the increase in 2016 took place in the global south. We heard a little bit earlier about what is happening in Africa, but in 2016, 58% of the new addition happened in Asia, and 12.1% in Africa, where capacity additions doubled compared to the growth in 2015. And these advances and economies of scale have become a self-reinforcing process. Our analysis of the cost patterns for wind and solar has found that every doubling of cumulative installed capacity reduces prices but further 20%. This means then in the next decade, costs for solar PV could drop by a further 60%, offshore wind by 35%, and concentrated solar power by almost 45%. We are also observing similar trends in the storage space. We recently issued a report that looks at what is happening with storage, both in technology and costs, and we estimate the capacity can triple by 2030, and the cost will fall by further 66%. However, in spite of all of this, renewable energy share in total final energy consumption still stands at just over 18% today. Thus, the development and climate objectives require a major shift in the way we produce, distribute, and consume energy. And there is a great potential to do so. Just earlier this year, we looked at what it will take to achieve the Paris objective, what it will take in the energy sector to achieve this objective. We worked with our colleagues from IEA under the presidency of G20, Germany presidency of G20, and we found that by 2050, we can achieve about 90% of the necessary decarbonization by deployment of renewable energy and energy efficiency. That's a really remarkable state of affairs. And it does require a major changes across sectors. The power sector is very much on the way, as we all know, and the major investments and innovations will have to happen in end use. But we should not be afraid, because there is a positive message coming out of this. The global GDP will be boosted by around 0.8% in 2050, and the jobs will raise from about 10 million in 2016 to about 26 in 2050. Countries around the world are already moving on this. Last week we were at a ministerial meeting in Latin America, and I'm just going to give a couple of examples of what's happening there. For instance, in the last 2 years, Chile increased the share of renewables in its energy mix from 5% to 20%. Argentina declared 2017 as the year of renewable energy and is adding more than 3,000 megawatts of renewable energy capacity through its innovative RenovaAir program. What is happening in South America is part of the momentum that we are seeing all over the world. Earlier this year, China announced that it was investing $360 billion in renewable power generation by 2020, and it was canceling plans to build more than 100 coal plants. What is even more remarkable is that the world's largest fossil fuel producing countries are now joining this movement. Last January, the UAE, our host country, we headquartered in Abu Dhabi, announced that it would cut carbon emissions by 70% and have 44% of its power generation from renewables by 2050. This year, Saudi Arabia announced that it will deploy 9.5 gigawatts of renewables by 2023 and attract up to $50 billion in investments. And Russia is moving ahead with the country's largest ever renewable energy auction
of almost 2 gigawatts. We also see the same trends in cities, with citizens, and with companies. And I think many of you are familiar with the renewable energy movement under the RE100 flagship initiative. And right now we have over 100 companies as part of that initiative. Some of the major household names like IKEA, Google, Microsoft, Facebook are committed to transform to 100% renewables. I know that we will later discuss off-grid decentralized renewable energy deployment. We just started collecting statistics on that because nobody really knows what is happening in the off-grid space because it's very difficult to collect data in that area. We started monitoring what's happening through trade with solar and wind trade trends, and we estimate that about 60 million households are today serviced by some sort of renewable energy standalone system, which is about 300,000 people. So we hope that as time moves and as we all get more involved, that we will have a better picture of what's happening there. Before I close, I just want to tell you the last bit of information related to NDCs. As you know, NDCs are an ingenious way that the Paris Agreement was made that made all of us, all countries, part of this big project ahead of us. So last year, we looked at renewable energy components of NDCs and tried to understand what is it that countries have planned under their NDCs. So we found some very interesting things. First, about 140 countries are speaking about renewables in their NDCs, which is absolutely remarkable, and over 100 have some sort of quantifiable target in it. But when you scratch a little bit of a surface, it becomes clear what is happening in the real world and what is happening in our plans. So NDCs compared to energy plans are actually not as ambitious. So just to speak of Africa, because we're going to be discussing Africa a little bit later, African NDCs combined have about 40 gigawatts of renewable energy in their plans. But when you look at the national plans, about 100 gigawatts are already in national energy plans, which means that NDCs are less ambitious than what's happening on the ground already. And on the top of it, when you look at what is happening in markets, what's happening on the ground, in year 2015 and 16, the trends on the ground are actually faster than what we have in NDCs and energy plans combined. So I think we have a big space to catch up between the policymakers and people who are looking into plans and markets and companies and everything else that is happening on the ground. We have a great objective. It's a firm objective that we can move towards it, and we have to make sure we get there together. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Elisabeth Press.